œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Claire Frédéric, fondatrice de Suri, le nouveau restaurant d'Élie entièrement consacré aux aliments fermentés. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Vous êtes journaliste culinaire et historienne de l'alimentation, auteure de nombreux ouvrages sur la lactofermentation et la fermentation. Vous animez depuis 5 ans le blog Ni cru ni cuit, consacré aux aliments fermentés. Et tout dernièrement, vous avez ouvert le premier restaurant d'Élie, entièrement consacré à la fermentation, en plein cœur de Paris, où nous sommes aujourd'hui. Exactement. Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce procédé ancestral ? Eh bien, c'est au cours de mes recherches sur la cuisine, sur l'alimentation. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire et à la géographie des aliments. Et donc, je me suis rendu compte que les aliments fermentés existent dans toutes les cultures culinaires du monde. Il y en a absolument partout. En fait, il n'existe même pas une seule culture culinaire ou gastronomique qui n'a pas d'aliments fermentés. Et ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde, ces aliments sont considérés comme l'aristocratie de tout ce qui est possible de manger, en fait, l'aristocratie de l'alimentation. Aussi bien pour le goût que pour le fait que ce sont des aliments considérés comme des aliments de longue vie, des aliments de santé. Et ça, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce restaurant Suri, qui lui-même est synonyme de fermentation ? Voilà, le mot Suri, on pourra peut-être en parler tout à l'heure de l'origine du mot Suri. Alors en fait, j'ai créé ce restaurant parce que donc, après le blog où je publie des recettes, des articles sur l'histoire, etc., il y a beaucoup de personnes qui me demandent quel goût ça a, comment ça se mange, etc. Alors je me suis dit, il fallait le mettre en scène, le faire goûter aux gens. Et comme il y a des grands chefs qui s'intéressent à la fermentation, par exemple, il y a Yannick Aleno, Mauro Colagreco, Florent Ladenne dans le Nord. Donc il y a énormément de chefs prestigieux, des chefs étoilés, mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller déjeuner ou dîner dans un restaurant étoilé. Donc je voulais démocratiser cette technique d'alimentation. Vous voulez dire que la fermentation a été uniquement utilisée en gastronomie pour l'instant ? Ça n'a pas beaucoup été utilisé, c'est une redécouverte par ces chefs. C'est-à-dire que ça, dans la haute gastronomie, on vient de le redécouvrir. Parce que c'est un formidable terrain de jeu, on va dire, pour les grands chefs. Ça permet de donner du goût sans ajouter d'additifs, d'exhausteurs de goût et toutes sortes de choses. La fermentation est elle-même un exhausteur de goût toute seule. Donc c'est le goût à l'état pur. Le goût à l'état pur, voilà. La fermentation, c'est la vie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un aliment fermenté et quels sont les différents types de fermentation ? Alors, la fermentation, c'est la vie, oui. La fermentation, c'est un processus vivant. Donc, il est mis en œuvre par les bactéries et les levures qui sont déjà sur l'aliment au départ. Il suffit de mettre cet aliment en anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'air, et ces bactéries et levures vont sécréter des enzymes qui vont elles-mêmes casser les molécules des aliments et les transformer en d'autres molécules, en d'autres choses. Donc ça va transformer complètement la matrice de l'aliment, ça va créer des nouvelles molécules, par exemple ça va créer des vitamines, ça va aussi créer des produits antiseptiques. Ça va faire que les minéraux et d'autres substances sont mieux assimilables par notre corps. Ça va créer aussi énormément de molécules aromatiques qui vont changer le goût de l'aliment et créer une longueur en bouche assez extraordinaire. Voilà. Et il y a plusieurs types de fermentation. On parle souvent de la fermentation lactique ou lactofermentation. On l'appelle ainsi parce que ce sont des bactéries lactiques qui fabriquent de l'acide lactique pendant le processus. La fermentation alcoolique, les bactéries fabriquent de l'alcool. Enfin, dans ce cas, la fermentation, la bière, le vin, le cidre, mais aussi le pain à la levure. Le pain à la levure, c'est aussi une fermentation alcoolique. Il y a aussi la fermentation acétique, c'est celle du vinaigre. Donc, ce sont des bactéries qui fabriquent de l'acide acétique. Donc, on nomme les fermentations par les substances qui sont produites au cours de celles-ci. Voilà. Donc, en fait, grâce à cette méthode de conservation, on peut trouver des légumes d'été à la carte en plein hiver. Voilà, c'est ça. Ça se conserve très bien. On a des crudités toute l'année. Exactement. Et vous nous dites que l'expression lactofermenté commence à être bien connue.
et que cette appellation a tendance à présenter plusieurs inconvénients. Oui. Vous pouvez développer? Oui, parce que, alors déjà, le mot fermentation fait peur, parce que fermenter, ça a aussi un synonyme de pourri, de un peu passé, un peu qui a un aliment qui est plus du tout consommable. Voilà. Et lacto, ça fait penser au lactose, au lait, alors que ça n'a rien à voir en réalité, mais beaucoup de personnes disent « Ah mince, le lait, c'est mal, moi je suis allergique au lactose, donc je ne peux pas en consommer ». Donc ce mot ayant des inconvénients, j'ai cherché un autre mot qui pourrait se substituer à celui-là, et j'ai trouvé le mot suri, qui est un très vieux mot des langues européennes. C'est un mot qui vient du proto-indo-européen, c'est-à-dire c'est une langue qui était parlée en Asie centrale 5000 ans avant Jésus-Christ, 7000 ans avant le présent. Donc ça remonte à loin. Et cette langue a donné en fait toutes les autres langues européennes. Et cette racine suri existe dans toutes les langues européennes. Je vais donner quelques exemples. En allemand, la choucroute se dit Sauerkraut. Sauer signifiant acide, mais en même temps fermenté. Dans le cas de la choucroute, ça signifie fermenté. Et c'est ce mot sour, ça vient de la racine suri. En anglais, sour, sourdough, le levain, donc la pâte fermentée, ça vient de la racine suri. En alsacien aussi, les navets fermentés, c'est suri-ruve. On a textuellement le mot suri. Et c'est ce mot aussi qui a donné le sérum en latin. Parce que le sérum, c'est ce qui se passe quand on fait cailler du lait, donc quand on fait fermenter le lait, il se sépare en caillé et en sérum. Voilà, c'est donc quelque chose qui est acidifié sous l'effet d'une fermentation. Et nos harengs sorts, les harengs sorts, c'est la même chose. C'est des harengs fermentés et c'est aussi la même racine. Voilà. D'où le choix de ce nom Souris pour votre restaurant et qui éviterait tous les malentendus liés à lacto qui pourraient signifier lactose. C'est ça, exactement. Exactement. Alors, quels sont les bienfaits des bactéries de la fermentation sur la santé ? Alors, il y a énormément de bienfaits. C'est-à-dire que c'est un aliment fermenté a beaucoup plus de vitamines que le même aliment frais. Par exemple, si on prend le cas du chou, il contient plus de vitamine C une fois qu'il est fermenté que frais. Et cette vitamine C se conserve mieux à la cuisson aussi, c'est ça qui est intéressant. D'autre part, ces aliments sont beaucoup plus digestes parce que les bactéries et les levures agissent un peu comme une prédigestion. Ce qui fait que les personnes, par exemple, qui ont du mal à digérer les fibres, qui ont mal au ventre après avoir mangé des crudités, peuvent manger des légumes fermentés et ça ne leur fera pas du tout cet effet désagréable. Il y a aussi, bien fait pour la santé, le fait que ces aliments contiennent les bactéries vivantes. Donc, les bactéries sont des probiotiques. Donc, dont on parle beaucoup en ce moment avec toutes ces études médicales sur notre microbiote. Donc ces probiotiques, ces bactéries vont enrichir notre microbiote, vont nous aider à digérer, vont nous aider aussi notre système immunitaire à être plus efficace parce qu'elles vont renforcer notre système immunitaire. Voilà, et donc il y a des études qui montrent que les gens qui mangent beaucoup d'aliments fermentés en fait, sont moins malades que les autres, que les gens qui n'en mangent pas. Et ont une meilleure flore intestinale et beaucoup plus équilibrée, etc. Et d'ailleurs, je pense que ces aliments, dans le passé, on disait déjà que c'était des aliments de santé, mais on ne connaissait pas du tout ces analyses médicales d'aujourd'hui. Et les gens le constataient que ceux qui en mangeaient étaient en meilleure santé que les autres. Et je pense que ça a sauvé l'humanité de famine, d'épidémies, de guerres, etc., de pénuries. Enfin, ces aliments-là ont contribué à ce que l'humanité puisse évoluer jusqu'à nous actuellement. Et c'est donc on appelle des alicaments aujourd'hui. Oui, moi j'aime pas tellement ce mot en fait. J'aime pas du tout ce mot alicament. Parce que moi je pense déjà ici on n'est pas une pharmacie, on est juste un restaurant, on veut que les gens se régalent, mangent des choses agréables et si en plus c'est bon pour la santé, c'est un plus, voilà. Mais le fait que l'aliment soit d'abord quelque chose comme un médicament, ça me dérange un peu quelque part. D'accord. Avez-vous une carte où vos menus s'adaptent au gré des arrivages quotidiens ? Alors on a une carte générale, mais dans le détail, ça s'adapte complètement aux arrivages quotidiens. Déjà on s'adapte à la saison
Et on s'adapte, par exemple, on a des salades, et les salades évoluent selon les légumes qu'on a de disponibles. Alors, les légumes fermentés, eux, on les a déjà toute l'année, on les prépare plusieurs semaines à l'avance, donc ça, c'est plus sur la durée. Mais les petites choses qu'on rajoute, genre les feuilles de salade, les petits légumes frais qu'on rajoute, ça évolue aussi de saison. Et vous avez un produit phare ? Alors, notre produit phare, c'est le jambon beurre, le sandwich jambon beurre. Bien, voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça, parce que dans le sandwich jambon beurre, tout est fermenté. Vous avez le pain qui est fermenté, le jambon, c'est fermenté aussi, et le beurre est fermenté. Alors nous, on rajoute aussi des cornichons qui sont fermentés et du fromage du comté AOP qui est également fermenté. Ça m'intéressait de montrer qu'un produit hyper classique de la gastronomie parisienne, le jambon beurre, c'est vraiment typiquement parisien, le bistronomie parisienne, soit quelque chose de fermenté. Parce que les aliments fermentés, en fait, on en mange tout le temps sans le savoir. Ça c'est intéressant aussi. Et quels sont vos aliments fétiches ? Alors moi, ce que j'aime beaucoup j'aime bien les légumes fermentés. Et surtout les betteraves, j'aime bien aussi le chou et les carottes fermentées. Donc avec tout ça, on fait des délicieuses salades. On fait aussi une quiche au chou fermenté et une quiche au poireau et au haddock. Voilà, ça fonctionne très bien, ça a beaucoup de succès aussi. Et comment préparer des aliments fermentés soi-même ? Quels seraient les aliments à faire, à fabriquer, à avoir en permanence dans son placard, ce qui serait bénéfique ? Alors, par exemple, pour faire des légumes, on peut avoir toujours un petit pot de légumes fermentés. Ça rajoute, comme je disais, on a toujours des crudités en permanence, même si on a oublié de faire les courses, on n'a pas le temps. On a toujours de quoi se faire une petite salade, faire des légumes racines comme les carottes, les betteraves, les radis, les navets, ça fonctionne très bien. Donc, il suffit de les râper. De les mélanger avec du sel, donc il faut 1% de sel par rapport aux légumes, et on tasse bien tout ça dans un bocal qu'on referme avec le caoutchouc, un bocal à caoutchouc avec le caoutchouc en place, le parfait, voilà, et on laisse ça à température ambiante. D'accord, pas au frais. Pas au frais. On le laisse pendant une semaine minimum, 15 jours c'est encore mieux. Et au bout de 15 jours, on a notre choucroute ou nos légumes fermentés qui vont se conserver très très longtemps en dehors du frigo. Des carottes râpées dans un bocal, avec un peu de sel, bien mélangé, c'est tout. Bien tassé. Il faut précaution, bien tassé pour éviter les bulles d'air. Il ne doit pas y avoir de bulles d'air du tout. Parce que le processus est en anaérobie, sans air. D'accord, donc il faut que le bocal soit plein. On ferme avec le caoutchouc en place, ce qui fait que l'air extérieur ne peut pas entrer. Par contre, le gaz produit par la fermentation peut sortir. Alors ça peut faire du bruit autour du caoutchouc, ça peut siffler parce que c'est la fermentation processus vivant, ça bouge, ça vit, on l'entend. Et voilà, et après ça se conserve. Vous pouvez le garder 1 an comme ça, si vous voulez, en dehors du frigo. Mais minimum une semaine. Minimum une semaine, voilà. Parce qu'en dessous, oui. Déjà une semaine, moi je les préfère au bout de 15 jours. Une semaine, on ne sent pas assez le changement de goût, le changement d'acidité et de goût. Enfin, je préfère 2 semaines. 2 semaines, voilà. Et comment vous avez imaginé votre plan de bataille pour remettre au goût du jour donc ce procédé un peu oublié ? En fait, je n'avais pas imaginé de plan de bataille, ça s'est fait un peu tout seul. Déjà, ça m'a tellement passionnée que j'ai écrit mon livre Ni cru ni cuit sur l'histoire et civilisation des aliments fermentés. Parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient présents dans les traditions populaires, dans les religions. Ils sont présents dans plein d'aspects de la vie quotidienne, de la vie même culturelle. Et c'est ça m'a intéressée. Et après, donc j'ai créé le blog suite au livre. Suite à la publication du livre, pour donner des choses un peu plus pratiques, peut-être un peu plus précises, un peu des recettes. Et ensuite, de fil en aiguille, voilà, j'ai écrit d'autres livres et puis vous êtes arrivée au restaurant. Je suis arrivée au restaurant. Voilà. C'était pas déterminé au départ, ça s'est fait. C'est la vie qui l'a voulu, on va dire. Et en matière de sourcing, vous trouvez les légumes et matières premières en Île-de-France ou comment vous approvisionnez ? Oui, alors nous avons principalement, nous approvisionnons chez le Terroir d'Avenir,
qui est rue du Nil et qui est une entreprise qui collecte donc des légumes, des poissons, des viandes, un peu dans toute la France, mais ils ont vraiment un souci de qualité, ils traitent directement avec les producteurs et la plupart du temps ce sont des légumes bio et la qualité est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous considérez que vous faites une cuisine militante ? Oui, ça je considère que je fais une cuisine militante, oui. Parce que j'ai envie d'aider les gens à reprendre le contrôle de leur alimentation face aux dérives de l'agro-industrie. Voilà. Donc les gens, le fait maison, le fait d'utiliser des produits frais, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et c'est ça qui me tient à cœur, d'expliquer ça aux gens. Est-ce que vous avez un bon plan ou une adresse à nous dévoiler pour trouver du kéfir, par exemple? Pour trouver du kéfir, venez chez Suri. Alors le kéfir, on en trouve dans les biocoop. Ça se vend en bouteille. Le kombucha aussi, on en trouve dans les magasins bio. Par exemple, si vous cherchez du très bon pain, allez à un magasin qui s'appelle Fermentation Générale, qui se trouve rue de la Folie-Méricourt. C'est dans le 11e. C'est métro Parmentier. Ouais. Et je crois que c'est au 71 rue de la Folie-Méricourt. Et c'est un jeune homme qui fait son pain à la main. Il fait tout lui-même avec des farines de blé ancien qui sont cultivées en bio. Enfin, c'est très, très, très intéressant. Et le pain est assez extraordinaire. Il faut vraiment aller là. Je me demandais, vous avez parlé au tout début de notre rencontre, vous évoquiez les goûts, les saveurs que ça apportait vraiment. Est-ce que vous avez quelques secrets? Vous mélangez peut-être d'autres choses ou deux légumes ensemble? Ou est-ce que c'est vraiment le légume, on va dire, seul et la méthode brute et la méthode de fermentation qui donne cette nouvelle saveur? Ou est-ce que vous pourriez y ajouter d'autres ingrédients? En fait, c'est la méthode elle-même qui donne la saveur. Je prends toujours l'exemple entre le jus de raisin et le vin. On fait le vin avec du jus de raisin qui est fermenté. Et la différence de goût entre le jus de raisin et le vin final, produit final, c'est la fermentation. Ils n'ajoutent pas des éléments pour accélérer la fermentation? Malheureusement, les vins industriels sont faits avec justement, on ajoute des éléments, on ajoute des ferments chimiques, des tas de produits. Mais si on parle du vin naturel, parce que nous ici par exemple on sert uniquement du vin naturel sans rien d'ajouter, du jus de raisin, les levures sont celles qui sont sur le raisin, point final, on n'ajoute rien du tout. Et le goût est assez extraordinaire. Enfin, vous avez une palette aromatique qui est vraiment multipliée par 100 000 par rapport aux produits de base. Et c'est la même chose avec une carotte ou avec un céleri. On n'a pas besoin de poudre de perlimpinpin. Mon père faisait du cidre, il prenait des pommes, il les mettait dans un tonneau et ça prenait du cidre. Voilà. Et ça prend des arômes aussi et des saveurs différentes. Voilà. C'est ça la magie de la fermentation. Il y a la magie aussi avec le tonneau. Il y a aussi, c'est ça, en fait c'est le processus. Après on affine le processus. On se dit tiens, si je mets à telle température, ça va aller une température plus fraîche, ça va aller plus lentement, ça va donner tels arômes, etc. Après on joue sur la longueur, sur la durée, sur le processus, mais on n'ajoute rien en fait. C'est uniquement la manière de fermenter qui change la donne et qui donne le résultat. Et par exemple, avec Yannick Aleno, on a fait des expériences. On a fait fermenter des céleris provenant de divers endroits de France. Il y avait du céleri de Normandie, céleri qui venait du nord près de la Belgique et du céleri qui était poussé en Provence. On l'a fait fermenter exactement de la même façon. On a pris plusieurs bocaux au même endroit. On a goûté 3 semaines plus tard et le goût était totalement différent. Ça avait développé, alors certains avaient des saveurs un peu d'agrumes, d'orange, d'autres des saveurs plus herbacées, vous voyez, et le goût était complètement différent. Et ça, c'était uniquement la fermentation, donc par les bactéries et les levures qui étaient déjà sur le céleri au départ. On n'a rien rajouté. C'est une affaire de terroir. Et c'est pour ça que le livre d'ailleurs s'appelle Terroir, le livre qu'on a écrit suite à ce travail.
super, ça donne envie, on va se mettre à la fermentation. Je vous y encourage vivement, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup pour votre accueil, pour vos confidences. Merci à vous, merci.